Be Connected par Bigger. Parce que justement, c'est un peu plus dur de poker par Teams, on va dire, que d'aller à côté d'un bureau et de poser une question. Pour moi, les freelances que j'ai rencontrés, que j'ai fait venir, ceux en tout cas avec qui ça se passait très bien, c'est des gens qui viennent plus vous voir proactivement quand ils ont un souci que l'inverse. Ça paraît, c'est le monde théorique. Après, on sait comment ça se passe au quotidien, mais on essaie toujours d'être très dispo, notamment au début, pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils ne soient pas justement perdus dans un écosystème qui est quand même assez complexe. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Be Connected. Mon invité du jour s'appelle Jean Gillard et depuis 10 ans, il fait appel à des freelances pour mener à bien des projets qu'il porte. Avec les équipes de Bigger, nous avions envie d'explorer avec lui la problématique du recrutement et de l'intégration d'un indépendant dans ses équipes. Auprès de Jean, j'ai donc cherché à savoir comment il décide d'ouvrir une mission à un freelance, quels sont ses points d'attention, ses meilleures pratiques pour recruter et intégrer dans son équipe le profil idéal pour ses projets. Je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour vous partager la manière dont mon échange avec Jean a alimenté notre vision de la collaboration avec des indépendants. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Be Connected. Merci. Jean, tu es le directeur IT e-commerce de Clarins. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots quelle est ta mission et quel est ton principal enjeu du moment ? Ma mission au sein de Clarins, c'est d'assurer la pérennité technique de la plateforme e-commerce, aussi bien de s'assurer que tout fonctionne au quotidien, mais aussi de construire les solutions à venir qui vont permettre d'appuyer le business Clarins et de maximiser le nombre de ventes sur le web. Et mes enjeux sont assez nombreux, et puis avec la période Covid qui vient de passer, ils s'accélèrent parce que le e-commerce a explosé, comme tout le monde le sait. Et je dirais un des enjeux récents qui a beaucoup évolué ces derniers temps, c'est le recrutement. Je dirais un des enjeux de l'année qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est de réussir à recruter. Les bonnes personnes pour accompagner la croissance de ton business. Oui, tout à fait. Trouver les bons profils, s'assurer que ça fit avec l'esprit d'entreprise. Et puis même, ne serait-ce en ce moment, avoir quelques profils, je dirais, parce que le marché est très tendu et ce qui rend la démarche assez intéressante. On est énormément challengé sur le marché et ça nous oblige un peu à repenser les différents formats qu'on avait imaginés. Et donc c'est aussi difficile de trouver des ressources qui sont tout de suite compétentes. Voilà. Ok. Ouais, ça tombe bien parce que ça va être notre thème du jour et on va l'axer plutôt sur la relation entre freelance et entreprise. Pour démarrer, quelle est ton expérience du freelancing ? Ça a commencé il y a au moins une dizaine d'années. Je pense que ma première expérience du freelancing, c'est quand je travaillais à l'étranger, notamment en Tunisie. Il y avait énormément de freelance qui étaient avec nous sur le lancement d'un réseau télécom. Et c'est la première fois que j'interagissais avec autant de freelance. Alors c'était un peu particulier. Je pense que c'est ça qui est intéressant justement, je trouve. C'est que je suis parti d'un concept qui était très précis. On faisait appel à des freelances pour aller dans des missions à l'étranger, sur une mission avec des compétences spécifiques où ils étaient envoyés. Et c'était limite des experts du freelancing à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils faisaient de nombreux pays comme ça, et ils suivaient les déploiements réseau d'opérateurs. Et maintenant, quand je vois aujourd'hui l'expérience que j'ai du freelancing, c'est un peu faire appel à plein de compétences différentes qui sont sur le marché français et qui, justement, par rapport à l'introduction, compensent des fois des manques qu'on a en entreprise. Et ça peut être aussi bien de la chefferie de projet que de l'expertise assez précise sur de l'architecture e-commerce ou même de la connaissance de back-office de plateformes e-commerce ou autres plateformes d'ailleurs, parce que je parle beaucoup du e-commerce, mais c'est pareil, je pense, pour les autres directeurs de l'entreprise. Concrètement, comment ça se passe quand tu veux faire appel à un profil freelance? D'où vient ta problématique? On s'est très vite rendu compte en arrivant chez Clarins qu'on avait des besoins donc, sur la plateforme e-commerce de compétences. Et en fait, on a fait appel à des cabinets et la plupart du temps, on avait des compétences assez généralistes et plutôt bien formatées, avec une capacité à délivrer, mais de plus de chefferie de projet, je dirais. Comme moi, je gère à la fois le run et le build. Il y a notamment sur la partie run ou même architecture, on avait souvent du mal à trouver des profils qui avaient justement plusieurs expériences sur le back-office, sur les flux d'intégration, ce genre de choses. Et c'est comme ça, en fait, par nature du besoin, en fait, naturellement, ça s'est mis en place.
On en a pu discuter avec Bigger sur la possibilité d'utiliser des freelances, de passer par du freelance, et on a rencontré quelques profils, et notamment parce qu'ils avaient tout de suite des compétences déjà, qu'en fait on avait un besoin et ça correspondait aux besoins qu'on cherchait, tout simplement. Justement, ça m'intéresse au moment du recrutement, au moment où tu vas choisir un profil. Déjà, comment est-ce que tu choisis entre peut-être CDI, salarié et freelance, et c'est quoi les points d'attention que tu as en tête pour donner le go au recrutement d'un talent? Alors déjà, on regarde la roadmap un peu annuelle, même si elle bouge beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux. On sait qu'il y a des projets qui sont vraiment amenés à perdurer et qui peuvent prendre plusieurs années ou des choses comme ça. Donc quelque part, on oriente plus sur des CDI dans ces cas-là. Quand on sait que c'est des projets un peu sur un an ou qui sont bien cadrés, début-fin, entre guillemets, et que c'est des compétences spécifiques qu'on ne pourra pas forcément facilement garder derrière parce qu'on n'aura pas forcément cet enjeu-là derrière, c'est-à-dire que ce sera un besoin sur un temps précis, mais après on aura besoin de profils pas forcément aussi expérimentés. C'est là où justement on actionne les profils un peu de conseil entre guillemets. Et par contre, il y a un autre point aussi sur lequel on fait, c'est quand on a des nouvelles plateformes par exemple, ou des nouveaux enjeux qui naissent au fur et à mesure, une activité qui n'était pas si grande. Je vais prendre l'exemple de notre suite Jira Atlassian, c'est-à-dire que c'était un outil qui était utilisé que sur la partie e-commerce dans un premier temps. Maintenant c'est devenu un outil qui est utilisé plus généralement dans le groupe. Et on a eu besoin d'un admin Jira Atlassian, mais on a commencé par du conseil et un freelance parce que la compétence est dure à trouver, parce que on voulait montrer aussi au niveau du groupe que c'était une ressource nécessaire. Donc des fois aussi ça nous permet de prouver qu'il y a de l'activité qui va avec, parce que comme c'est une nouvelle activité qui est un peu obscure pour des fois le groupe, c'est sympa aussi de le montrer par l'exemple. C'est-à-dire qu'on prend un petit risque, mais au moins c'est un risque mesuré aussi. Voilà. Ok. Au moment de choisir ton talent, est-ce que tu as des points d'attention en tête ? Oui, j'ai des points d'attention en tête. Donc déjà, les compétences, c'est évident. L'expérience, comme je disais, on fait attention un peu à certaines choses comme la curiosité. C'est-à-dire qu'on essaie de... C'est pas facile à identifier parce que poser la question ouvertement est assez compliqué, mais on essaie un peu d'aborder la problématique sur... justement, comment les gens adressent les problèmes et c'est quoi leur premier réflexe. Parce que comme on est dans un secteur IT assez mouvant, avoir des missions peuvent aussi vite évoluer. Alors, il y a des gens qui arrivent pour un début de mission qui est censé être un projet, en fait ça peut switcher et ça peut devenir plus gros, ça peut devenir aussi plus petit, et c'est cette capacité justement d'adaptation et de curiosité qui est hyper importante. Donc dans ces cas-là, on essaie de voir un peu la compétence technique, et derrière un peu justement quand il y a un nouveau sujet technique, comment ça se passe et comment le candidat réagit à ce genre de challenge, parce que autant c'est compréhensible que quand c'est octogonal ou perpendiculaire entre guillemets, c'est pas toujours, c'est aussi notre boulot d'accompagner la personne, mais c'est aussi bien de s'adapter. C'est aussi un peu ce que je cherche chez un consultant, parce que moi-même quand je faisais du conseil, c'était quelque chose qu'on me demandait souvent, c'était d'adapter au contexte et d'accepter un peu de bifurquer en pleine mission. Et c'est un peu ce qu'on cherche. Alors on essaie de voir un peu cette réaction au changement, comment ça se passe et comment la personne réagit. Ok. Quand on s'était parlé pour préparer notre échange, tu m'avais aussi parlé de la culture d'entreprise et peut-être le fit avec les équipes. On fait aussi des entretiens avec l'équipe en général, ne serait-ce que parce que c'est les futurs collègues, tout simplement. Comme on met les gens dans l'équipe complètement en immersion, donc c'est aussi bien que ça se passe bien et dans les deux sens, pour le coup. Donc souvent, en général, on fait 1 à 2 entretiens préalables en fonction si les gens sont dispo en même temps, et puis on fait un dernier entretien plus entre guillemets, je sais pas comment dire, savoir-vivre ou savoir-être, comment on est, faut que la personne comprenne un peu notre état d'esprit d'équipe et comment ça se passe au quotidien, et même limite pouvoir poser des questions qu'on ne poserait pas quand c'est l'entretien formel avant de choisir la mission ou pas. Donc en général, quand on fait cet entretien-là, c'est à 99% fait, j'ai envie de dire, mais au moins ça permet de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas de loup et des choses qui ont été oubliées. Ok, et ça tu le fais aussi pour un freelance, Oui, pas tout à que fait. pour un CDI. Ah non, dans tous les cas, on le fait. Ouais. On est vraiment... Alors, ça peut arriver dans des missions de conseil quand c'est vraiment urgent, qu'on aille plus vite, mais franchement, on essaie toujours de rencontrer l'équipe parce que c'est important et ça permet aussi même l'équipe de se préparer, de savoir que quelqu'un arrive, de connaître la personne, et puis c'est aussi rassurant, je pense, pour tout le monde. Ouais, bien sûr.
Comment se passe l'arrivée d'un freelance au sein de ton équipe? Voilà, concrètement, comment vous l'accueillez? Et puis est-ce que là aussi tu vas avoir des points d'attention, des attentes pour accompagner la personne et pour lui transmettre aussi ces attentes-là pour qu'elle y réponde? Alors on a un process d'onboarding qui est à peu près le même. Alors il y a des choses qui varient parce qu'il y a la formation produit, etc. Mais entre CDI et freelance, c'est plusieurs étapes sur les 3-4 premières semaines où on rencontre toutes les personnes avec qui il ou elle interagira. Et on commence en général par l'équipe proche. On élargit le cercle à l'IT en général, puis aux équipes métiers. Et ça permet en même temps, donc on fait cet onboarding et ça permet en même temps de connaître les gens et de comprendre de mieux en mieux les problématiques qu'il y a au fur et à mesure. Et on essaie, des trucs tout simples, de faire les déj ensemble au début aussi, de mettre les gens à l'aise. On est en ce moment en train de repenser les bureaux, mais que moi je donne mon bureau ou une personne de l'équipe donne son bureau. C'est tout pour qu'au début tout le monde soit sur le même plateau, parce que c'est beaucoup plus facile d'échanger sur les 5 premières journées quand on est l'un à côté de l'autre et d'aller poser une question. Ça a été, je pense, un des vrais enjeux d'ailleurs des périodes de confinement. On s'est rendu compte que quand on recrutait quelqu'un, freelance ou autre, les premiers mois étaient, je pense, plus durs pour les gens qui venaient d'arriver en entreprise, parce que justement c'est un peu plus dur de poker par Teams, on va dire, que d'aller à côté d'un bureau et de poser une question. Donc on a mis en place des wikis à suivre et qu'on suit ensemble, et on fait une formation un peu à l'architecture chez nous, on fait rencontrer les gens et on continue comme ça, et petit à petit on les fait monter en puissance sur leur propre projet. Voilà. Ok. Une montée en puissance vraiment accompagnée par les gens de l'équipe, quoi. Ouais, et puis on a un peu, même si c'est pas dit comme ça, mais quelques référents dans l'équipe qui sont les personnes avec qui qu'on peut aller voir de façon assez rapide, et on les identifie, on permet aux gens de les identifier tout de suite, et puis de se rendre disponible aussi au début, parce que plus on est disponible au début, mieux c'est aussi pour la suite. Alors ça paraît, c'est le monde théorique, après on sait comment ça se passe au quotidien, mais on essaie toujours d'être très dispo, notamment au début, pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils soient pas justement perdus dans un écosystème qui est quand même assez complexe, avec des organisations qui sont des fois un peu dures à comprendre. Oui, c'est sûr. Ça m'intéresse aussi de savoir peut-être le rôle ou l'absence de rôle de certaines fonctions support, je pense aux RH ou aux achats, qui peuvent être en interaction avec les freelances, soit parce qu'ils sont talents, soit parce qu'ils sont prestataires. Est-ce que ils interviennent dans le suivi et dans l'intégration, peut-être dans le choix aussi du recrutement ? Alors, j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée qui pourrait émerger, notamment sur la partie RH, parce que ça rejoint ce qu'on disait en intro, c'est vu nos difficultés de recrutement. Je pense qu'en effet, avoir un peu de suivi, on a un suivi, on va dire, RH de temps en temps pour savoir combien on a de consultants dans les équipes, etc. Et voir aussi les postes qui sont à suivre à internaliser. Internaliser, ouais. Ça s'arrête là, et en effet peut-être que c'est un bon point d'intégrer les RH dedans, ce serait bien. Les achats un petit peu, mais plus en amont sur le partenariat avec les équipes qui poussent, mais ils font pas partie du process du tout de recrutement. Et je pense que en tout cas actuellement, c'est vrai que vu la bande passante de chacun, ça me paraît plus compliqué, mais côté RH, je pense qu'il y a des choses qui pourraient se creuser, et même pour faire partager la vie d'entreprise, etc., comprendre un peu mieux l'entreprise. Je pense que ce serait un bon point que je garde. Quelle leçon tu en tires de ces 10 ans d'expérience de relation avec des freelances ? Alors, dans les trucs qui, pour moi, sont à garder, c'est quand on connaît des gens avec une expertise sur un sujet dont on a besoin et qu'on connaît déjà. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés, en fait. Et ça, c'est vrai depuis longtemps, mais je trouve que faut pas hésiter sur certains même TJ, j'ai envie de dire, quand on sait que c'est des gens qui peuvent nous apporter beaucoup et qu'on connaît déjà. Moi, je sais que je me pose pas trop de questions. Ça veut pas dire que je ferai pas un appel d'offres pour challenger la chose, mais dans tous les cas, je pense que ça a su. Avec le recul, à chaque fois que j'ai fait ça, ça s'est bien passé. Et pour rejoindre un peu ce que je disais dans les écueils, clairement, des gens plus juniors sur des sujets de chefferie de projet, avec non-connaissance de l'entreprise,
je pense que c'est plus compliqué. En tout cas, c'est plus risqué, clairement, et ça nécessite plus d'accompagnement de la part de l'entreprise. Donc en fait, on parlait de l'intégration, autant sur l'intégration des consultants et des freelances, il y a tout un accompagnement à faire. Par contre, l'entreprise, au bout d'un moment, est en recherche aussi d'une certaine autonomie et de capacité à faire avancer les dossiers. Et ça, on est très challengeant là-dessus. Et ça, pour le coup, là où j'ai eu des écueils, c'est quand on a fait des erreurs de profil, entre guillemets, parce que on a pris des gens trop juniors qui comprenaient pas nos attentes et on peut pas leur en vouloir pour ça. Inversement, avec le recul, ce qu'on s'est dit notamment avec l'équipe, c'est que c'était des gens qui avaient pas forcément la connaissance de l'écosystème, voire même de tout le métier qu'on attendait d'eux. Et c'est là où même des gens qui peuvent être motivés peuvent aussi se retrouver en situation d'impasse. Et je dirais même à moyen terme, ça peut desservir aussi ces gens parce qu'ils voient pas ce qu'on attend d'eux. Donc il y a un risque de rester dans ce genre de cycle qui est pas très bon, je pense. Et ça, si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être un peu rouler sa bosse avant cocher quelques cases avant d'arriver sur la brique freelance tout de suite, voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est souvent bien passé. Est-ce que parfois, en faisant passer des entretiens, ça affine votre besoin? Ou ça vous fait changer votre besoin Ah ouais, complètement. On a des fois des gens qui ont une expérience qu'on n'avait pas forcément vue autant dans le CV, et puis quand c'est la personne qui raconte l'histoire, on se rend compte que ça peut nous apporter une composante supplémentaire. Et justement, les gens qu'on rencontre nous fait comprendre que même eux pourraient nous apporter plus que ce qu'on peut faire en ce moment, donc c'est plutôt bien. Et puis c'est aussi comme tu disais tout à l'heure, et ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qu'on essaie de demander aux consultants / freelance de venir chez nous, c'est d'apporter aussi un peu leur regard ailleurs, qui peuvent nous dire voilà, j'ai vu ça dans telle entreprise. On essaie d'être en constante amélioration, même si c'est pas toujours facile de trouver, d'écouter les gens et avec un avis un peu de nous challenger, mais on essaie vraiment de mettre ça en place et de faire évoluer nos workflows, nos process avec des gens qui nous disent mais j'ai vu telle chose qui fonctionnait bien ailleurs, ça vaudrait le coup de le mettre en place. Voilà. Ok. Je suis intéressée aussi pour parler de tes pratiques de management. Est-ce que le fait de créer et de manager des équipes qu'on appelle hybrides, donc pas télétravail présentiel, mais plutôt freelance, salarié ou même multi-statut, quel impact ça a eu sur tes pratiques de management ? Je réfléchis un peu à dans quel sens j'ai un peu orienté mon management. J'ai vraiment essayé de garder un équilibre entre la liberté et le côté esprit d'équipe qui est un peu différent, je dirais. C'est-à-dire que pour moi, les freelances que j'ai rencontrés, que j'ai fait venir, ceux en tout cas avec qui ça se passait très bien, c'est des gens qui viennent plus vous voir proactivement quand ils ont un souci que l'inverse. À la fois les faire sentir partie de l'équipe et en même temps leur donner cette zone de liberté. Ok. C'est un mix un peu... c'est une sorte de mix. Ok, et ça au quotidien, comment tu fais pour avoir cette balance avec à la fois d'intégration et de liberté ? Par exemple, c'est intégré donc complètement, comme je le disais, dans les team meetings, les repas, les déj, les pots le soir, qu'on soit tous ensemble et qu'inversement sur le suivi sur le suivi de projet, que ça soit moins de suivi, mais plus en mode les freelances viennent à nous quand ils ont un problème que l'inverse en fait. C'est plus être en mode récepteur qu'émetteur en fait, parce que l'émission du besoin et du projet, elle a été émise bien avant. S'il y a des changements bien sûr ou des choses comme ça, c'est important de discuter ensemble, mais par contre au final c'est plus, je pense que ces profils sont à même eux-mêmes de venir vers nous quand il y a et c'est exactement ce qui s'est passé sur certains projets où justement j'étais plus en tant qu'au début émetteur, un peu la liste de tout ce qui se passe, les enjeux, donner le bon setup pour partir en mission et puis après faire un suivi plus light entre guillemets que si on était en interne. Et attendre de la personne qu'elle soit responsable, autonome, et puis si elle rencontre des difficultés ou pas, mais si vous avez besoin de visibilité. Même si tout va bien, c'est toujours sympa. De savoir que tout va bien. Oui, exactement. Ça fait du bien. Jean, on arrive bientôt à la fin de notre échange. J'ai deux dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu vois l'évolution du monde du travail dans les prochains mois ou dans les prochaines années ?
au regard de tout ce qu'on s'est dit peut-être? Alors, au regard de tout ce qu'on s'est dit et du contexte, je dirais qu'il y a un peu... Je pense qu'on va vers de plus en plus... Le côté freelance donne un peu de la liberté aux gens et je pense que voilà, il y a toute la partie télétravail, un peu plus flexibilité plus importante du marché. Donc il y aura, je pense, une proportion un peu plus importante de freelance et c'est ce qu'on voit déjà au fur et à mesure des années. Et ce qui pourrait contrarier ces plans-là, c'est un peu la partie crise qu'il pourrait y avoir au niveau contexte international qui fait que, inversement, si demain les budgets se resserrent et tout se resserre, c'est aussi le conseil, aussi l'endroit où les premiers tuyaux se resserrent aussi. Donc il y a quand même une belle petite menace, entre guillemets, sur ce point-là. Donc je dirais c'est une expérience que je souhaite qu'il puisse continuer à perdurer et inversement il y a quand même quelques risques non nuls quand on part dans ce type d'aventure. Voilà. On est sur le podcast Be Connected, donc on parle de connexion. Est-ce que tu as un conseil pour que les connexions entre freelance et entreprise soient durables et positives? Oui, être proactif un peu dans les relations et dans les échanges avec les entreprises ou même les anciens clients. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je pense que c'est toujours important de garder des bons liens ou un minimum de liens, pas forcément énorme, mais de suivi, d'update et de se voir de temps en temps pour garder le contact avec les gens et d'être connecté. Voilà. Très bien, que ça soit dans la durée, que les connexions soient dans la durée. Exactement. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu. Chez Bigger, nous avons retenu 3 points pour une collaboration réussie entre les entreprises et les indépendants. La première chose, c'est que Jean choisit de faire appel à des profils freelance lorsque son besoin est ponctuel, même si la durée est longue, si l'expertise dont il a besoin ne peut pas être internalisée, et même parfois pour tester des idées avant de les concrétiser. Le deuxième point que nous avons noté, c'est que Jean est très attentif à l'harmonie dans son équipe. Même si le freelance ne reste que quelques mois dans l'équipe, Jean souhaite qu'il s'intègre autant que possible. Il demande donc à d'autres collaborateurs de rencontrer la personne pour l'aider à sélectionner le profil le plus adéquat en termes de compétences et d'état d'esprit. Enfin, et toujours dans cette logique d'intégration et de création d'une équipe soudée autour de son projet, Jean soigne l'arrivée de nouveaux talents. Il nomme des référents, il laisse son bureau si besoin, il exprime aussi ses attentes de manière très claire pour que la mission soit réussie dès le début. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Chez Bigger, nous aimons créer des connexions. Donc si l'épisode vous a plu, diffusez-le autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à vos clients, qui construisent eux aussi le futur du travail. Et enfin, pour poursuivre votre réflexion, je vous invite à vous abonner à la newsletter mensuelle de Bigger. Nous y partageons de nombreuses ressources et contenus complémentaires aux épisodes de ce podcast. À très bientôt.